des entreprises. Je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la conduite responsable des entreprises et pourquoi nous, on n'utilise pas le terme RSE. Et donc pour nous, la conduite responsable des entreprises a deux volets qui sont reflétés dans les principes directeurs de l'OCDE. Et ce que les entreprises doivent éviter les impacts négatifs de leurs activités et y répondre. Et elles doivent contribuer positivement au progrès économique, environnemental et social pour parvenir à un développement durable. Donc pour nous, la conduite responsable est vraiment l'exigence que les entreprises fassent attention à ces deux volets. On nous demande souvent aussi quelles sont exactement les différences entre la CRE et la REC. En fait, nous, on utilise peu l'acronyme CRE, on utilise en anglais RBC, Responsible Business Conduct. Et je pense que l'acronyme CRE n'est pas du tout connu, donc on essaie à l'OCDE de le faire connaître un peu plus. Donc, en fait, ce qui caractérise la conduite responsable des entreprises, c'est que ça va au-delà de la philanthropie. Et en fait, dans beaucoup de pays, la responsabilité sociale des entreprises est entendue comme une activité collatérale de l'activité principale des entreprises. Donc, c'est faire quelques activités pour la société, pour les économies locales, mais sans vraiment changer la façon dont est gérée l'entreprise. Pour nous, notre concept de conduite responsable des entreprises exige l'intégration des risques liés aux droits de l'homme, des travailleurs, de l'environnement et de tous les principes couverts par les principes directeurs de l'OCDE dans la gestion des risques de l'entreprise. Donc, la conduite responsable doit faire partie de la gestion de l'entreprise, y compris de la gestion des risques. L'entreprise doit pas seulement regarder les risques financiers, par exemple, de ses opérations ou les risques que ces opérations peuvent poser pour l'entreprise, mais ce qui est fondamental, c'est que l'entreprise gère aussi les risques qu'elle peut poser à la société, à l'environnement, etc. Et la conduite responsable des entreprises va aussi au-delà des opérations de l'entreprise même. Les principes directeurs demandent aux entreprises aussi de gérer les risques tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, être sûr que les fournisseurs ou toutes les personnes, toutes les entreprises qui fournissent des biens et des services à l'entreprise respectent également les principes de l'OCDE. Donc ça, c'est relativement nouveau. Excusez-moi, je vais passer les slides. Oui, donc c'est relativement nouveau, mais il y a quand même une convergence globale qui va dans le même sens. Donc les principes directeurs qui existent depuis 1976, l'année dernière on a fêté leurs 40 ans, ont été actualisés régulièrement. Et l'actualisation la plus importante a été en 2011, où les demandes en matière de conduite responsable des entreprises ont été renforcées d'une façon vraiment très très importante dans les principes directeurs de l'OCDE. En 2011, il y a aussi l'adoption des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies, donc, qui sont aussi connus comme les Ruggie Principles, et qui sont parfaitement alignés avec les principes directeurs de l'OCDE. Il y a aussi les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, la OIT, qui intègre la responsabilité des entreprises et qui, par exemple, l'année dernière, a eu une grande conférence sur la responsabilité des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur. Donc, on voit que cette exigence accrue des responsabilités des entreprises tout au long de la chaîne de valeur et de l'intégration de risques sociaux dans la gestion des risques de l'entreprise se voit reflété de plus en plus dans des instruments internationaux. On voit aussi qu'il y a un nombre croissant d'engagements internationaux et régionaux du concept des conduites responsables des entreprises. Donc, par exemple, en 2015, il y a eu une déclaration des dirigeants du G7 très important, où les pays du G7 se sont engagés à promouvoir la conduite responsable des entreprises tout au long de chaînes de valeur
de leur entreprise. On voit des références à la conduite responsable dans les accords commerciaux et d'investissement. Et par exemple, l'Union européenne a intégré la conduite responsable des entreprises dans sa stratégie sur la RSE et dans un nombre croissant des directives. Maintenant que j'ai parlé de tous ces instruments, je me suis rendu compte que je n'ai pas présenté l'OCDE comme on m'avait demandé de faire. Donc, je vais le faire rapidement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'OCDE, c'est une organisation internationale basée à Paris. Donc, nos membres sont 35 pays. L'OCDE ne fait pas partie de la famille des Nations Unies. Ce n'est pas une organisation globale. Tous les pays ne font pas partie de l'OCDE, ne peuvent pas faire partie de l'OCDE. C'est les pays les plus développés économiquement. Mais en même temps, l'OCDE travaille avec pratiquement tous les pays du monde. Ce n'est pas une organisation qui travaille seulement pour ses pays membres. Au contraire, c'est une organisation très, très ouverte aux autres. Et en matière de conduite responsable des entreprises, on travaille particulièrement avec des pays intéressés dans la conduite responsable des entreprises. Et on travaille aussi beaucoup avec des parties prenantes. Donc, on travaille évidemment avec les gouvernements, qui sont les clients principaux, mais on travaille également avec les entreprises, les représentants de travailleurs, les ONG et toutes les personnes et entités intéressées ou touchées par les sujets de la RSE ou de la conduite responsable des entreprises. Ok, donc je vais passer maintenant à expliquer un peu plus en détail les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises. Comme je disais, c'est un instrument international adopté en 1976. Ces principes font partie d'un instrument plus large qui s'appelle la Déclaration internationale sur les investissements internationaux, qui promeut l'ouverture des marchés et la libéralisation des investissements. Donc, elle a deux volets. D'un côté, ces déclarations recommandent que les pays ouvrent leurs marchés, mais en même temps, elle exige aussi que les gouvernements fassent attention à que leurs entreprises respectent une série de principes, donc les principes directeurs de l'OCDE. C'est l'instrument international sur la conduite responsable des entreprises les plus exhaustifs, ayant été approuvé par du gouvernement. Donc, ce qui caractérise les principes directeurs de l'OCDE, c'est que ce sont des gouvernements qui adhèrent à ces principes, ce ne sont pas les entreprises. Donc, c'est les gouvernements qui s'engagent à faire respecter les principes de l'OCDE à leurs entreprises. Ces principes contiennent toute une série de recommandations de la part des gouvernements aux entreprises opérant dans ou depuis leur territoire. Ces principes directeurs, comme je disais avant, ont été revus tout au long de leur histoire. Donc depuis 1976, il y a eu au moins 6 révisions et à chaque révision, on a intégré les entreprises, les travailleurs et les ONG dans les réflexions. Donc, toutes ces révisions, et notamment les dernières, ont été faites dans un cadre qu'on appelle multi-stakeholder, multi-parties prenantes, j'imagine, pour être sûr que toutes les actualisations tiennent compte aussi des exigences de la société, des limitations exprimées par les entreprises, etc. Donc, c'est des principes qui sont approuvés par le gouvernement, mais dans leur élaboration, on a intégré le point de vue de tous les membres de la société intéressés. Et ce qui caractérise aussi les principes directeurs de l'OCDE, c'est qu'ils sont dotés d'un mécanisme unique de mise en œuvre et de médiation, les points de contact nationaux. Et je vais parler un peu plus tard de ces points de contact. Pour l'instant, je vais continuer à décrire un peu les principes directeurs. Donc, comme je disais, l'OCDE est une organisation internationale avec 35 pays, mais les principes directeurs, ou notamment la déclaration sur les investissements internationaux, est un des instruments de l'OCDE ouvert à d'autres pays. Donc, un pays
intéressé peut adhérer à ces instruments sans faire partie de l'OCDE. En fait, on a 12 pays adhérents au principe directeur. Et je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, elle reflète un peu. Il y a la liste de tous les pays qui ont adhéré au principe, et la carte reflète un peu les pays adhérents. On a également montré un peu les chiffres en termes d'investissement qui reflètent tous ces pays. Donc, en fait, les plus grands investisseurs du monde et les plus grands receveurs d'investissement font partie des pays adhérents au principe directeur. On m'a dit qu'il y a beaucoup de participants du Maroc à ces webinaires. Et donc, le Maroc est un des pays qui a adhéré au principe directeur. Et d'ailleurs, c'est un des nos pays non membres les plus actifs dans la mise en œuvre des principes directeurs. En ce qui concerne la portée des principes directeurs, j'avais dit tout à l'heure que c'est un des instruments les plus larges en matière de responsabilité des entreprises. Et en fait, les principes directeurs vont au-delà des thèmes typiques de la RSE, comme sont les aspects sociaux, environnementaux. Ce qui caractérise les principes directeurs, c'est qu'ils couvrent vraiment tous les aspects d'éthique des entreprises, notamment les droits de l'homme. Donc, c'est un nouveau chapitre qui a été introduit en 2011. La lutte contre la corruption, la sollicitation des pots de vin et d'autres formes d'extorsion des entreprises. On couvre aussi la contribution des entreprises au développement scientifique et au partage de technologies. Elle contient aussi des recommandations sur les principes de concurrence. C'est un volet très important aussi qui n'est pas couvert dans d'autres instruments de RSE. Et un volet très important, c'est aussi la fiscalité. Donc, on demande aux entreprises de respecter les lois fiscales, mais pas seulement la lettre de la loi, mais aussi l'esprit des lois fiscales. Là, on voit que c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Il y a par ailleurs d'autres activités à l'OCDE qui ont regardé cet aspect avec beaucoup d'attention. Donc, comme je disais, les principes ont été adoptés en 1976, mis à jour pour la dernière fois en 2011, en même temps que les principes sur le droit de l'homme et les entreprises ont été adoptés. Et une nouveauté des principes directeurs depuis 2011, c'est une nouvelle approche sur les devoirs de diligence dans les chaînes d'approvisionnement. Comme je disais avant, la conduite responsable des entreprises va au-delà des opérations de l'entreprise même, mais couvre toute la chaîne d'approvisionnement. Et on a vu que ça, c'est quand même une exigence très, très importante pour les entreprises, mais on a vu aussi que ça reflète les demandes sociales. La société n'accepte plus d'acheter des produits en France qui ont été produits, par exemple, par des enfants en Afrique ou par des travailleurs en esclavage, où les consommateurs ne veulent plus consommer des produits qui ont conduit à la déforestation dans des pays lointains. Donc, ces devoirs de diligence est maintenant intégré dans les principes directeurs. On a aussi développé une agenda qu'on appelle l'agenda proactive pour aider les entreprises à mettre en œuvre ces devoirs de diligence. Et ceci a donné lieu à toute une série de projets sectoriels pour aider les entreprises dans différents secteurs à mettre en œuvre les principes directeurs. Je parlerai un peu plus tard aussi de ces projets sectoriels qu'on a aussi développés en coopération avec les entreprises, le gouvernement, les travailleurs, les ONG. Et depuis 2011, on travaille aussi énormément sur le renforcement des points de contact nationaux, que je mentionnerai un peu plus tard. Vas-y, vas-y. Alors, j'y vais, oui. Bon, alors, merci. Merci, Christina, pour cette première partie. Merci, Hicham, pour votre remarque. Donc, à tous ceux qui ont des micros ouverts,
Alors, je pensais les avoir éteints et Aurélie essaie de s'en occuper aussi. Il faut vraiment les maintenir en silence en cliquant sur la petite flèche à droite du micro qui est dans la barre de menu du haut. D'accord, excusez-moi pour cette tout. Alors, sur les questions, je reviens aux questions. Il y avait Sandrine qui demandait en fait pour qui la différence entre CRE et RSE n'était pas forcément claire. Alors, à la fois peut-être en termes de thème couvert et de méthode, parce qu'elle faisait la remarque ou la question, quelle différence aussi par rapport à ISO 26000. Donc ça, c'est une première question. Je peux peut-être te poser la deuxième en même temps. Alors, j'ai plus au bon endroit d'ailleurs. Voilà, et Monsieur B. Laouni qui se demandait pourquoi les pays non développés étaient exclus de l'OCDE. Donc peut-être ça demande une clarification parce que ce n'est pas vraiment le cas. Et voilà, alors je te laisse répondre à ces deux questions et j'en poserai encore une ou deux après. Oui, donc en ce qui concerne la différence entre la conduite responsable des entreprises et la responsabilité sociale des entreprises, la différence est nuancée. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui utilisent les termes RSE et en fait, elles sont parfaitement alignées avec notre idée des conduites responsables des entreprises, donc qui regardent tous les aspects des responsabilités de l'entreprise et tous les aspects éthiques. Nous, la différence qu'on voit, c'est que souvent, la RSE a été compris ou mal interprétée comme de la philanthropie. Et c'est ça la différence principale qu'on veut marquer, que la conduite responsable des entreprises est vraiment intégrer la responsabilité dans les activités de l'entreprise, y compris la gestion de risque. Ce n'est pas une activité supplémentaire, donc l'entreprise continue à faire ses activités comme toujours et après fait quelques projets philanthropiques, par exemple construire une école en Afrique ou planter des arbres dans un jardin, etc. Pour nous, ça c'est la philanthropie, ce n'est pas la conduite responsable des entreprises comme nous, on voudrait la promouvoir. Vraiment, ce qui est à retenir, c'est que la conduite responsable des entreprises est l'intégration de la responsabilité pour la société dans la gestion des risques, de partie du ADN de l'entreprise. Mais bon, après, il y a beaucoup de discussions sémantiques sur qu'est-ce qui veut dire l'une ou l'autre. C'est vraiment plus une question de principe. Après, la différence entre les principes directeurs et ISO 26000, le principe directeur, c'est un instrument très large. Comme vous disiez, c'est des recommandations des gouvernements à leurs entreprises, de quelles sont leurs attentes. C'est vraiment des recommandations extrêmement générales. Si vous regardez les textes et principes directeurs, c'est des recommandations très, très générales sur les entreprises devraient respecter les droits de l'homme, devraient respecter l'environnement, devraient éviter de causer des impacts négatifs, etc. C'est très général. Après, ISO 26000 aide les entreprises à mettre ces recommandations en œuvre avec des consignes techniques, avec des outils et pratiques qui vont au-delà de ces recommandations générales par et je vais parler tout à l'heure des guides sectoriels de l'OCDE. Ces guides, comme vous verrez, vont aussi beaucoup plus dans les détails de comment les entreprises doivent mettre en œuvre. La deuxième question était sur... On a des retours de Aurélie. Peut-être que tu parles un peu plus près du micro. Peut-être Ok, comme ça va mieux? Bon, vous me direz si ça va mieux. Voilà, si ça va mieux. Donc là, je parle plus près du micro. Et puis, oui, sur la question, c'était pourquoi les pays OCDE, les pays non développés, pardon, sont exclus de ces principes. Donc, l'OCDE est là, c'est trop. Là, maintenant, c'est trop près. Voilà. Ok. Oui, donc comme je disais, l'OCDE est une organisation qui n'a pas une vocation universelle comme les organisations des Nations Unies.
et les différentes agences des Nations Unies, c'est une organisation vraiment focalisée sur certains aspects du développement économique. Donc, les pays qui font partie de l'OCDE sont en général des pays avec des économies des marchés développées, avec aussi une démocratie bien établie, un respect des droits de l'homme. Tous les pays qui sont membres de l'OCDE doivent adhérer à toute une série d'accords internationaux, y compris par exemple la Convention anticorruption. Donc il y a des pays qui remplissent pas les conditions pour entrer dans l'OCDE, soit parce qu'ils n'ont pas une économie des marchés suffisamment ouverte, ou ils ne remplissent pas les conditions pour adhérer aux principes et aux instruments de l'OCDE. Mais ce n'est pas une exclusion par principe. L'OCDE, en fait, elle s'est agrandie graduellement. Elle est passée d'une vingtaine de pays à maintenant 35. On a plusieurs pays qui sont en cours d'adhésion à l'OCDE, notamment la Colombie, le Costa Rica, la Lituanie. Donc c'est une organisation ouverte, mais selon certains critères. Un peu comme l'Union européenne, qui n'est pas ouverte non plus à tout le monde, qui demande un certain nombre d'exigences avant d'adhérer. Donc c'est pas une exclusion par les principes, c'est simplement, il y a certains critères à remplir. Mais cela ne veut pas dire que l'OCDE ne travaille pas avec d'autres pays. Notamment, elle travaille beaucoup avec des pays en Afrique. Et notamment, ce qui concerne les principes directeurs, on a quand même 12 pays qui ne sont pas membres de l'OCDE qui ont adhéré aux principes. Donc, comme je disais, notamment le Maroc, mais il y a aussi l'Égypte, la Jordanie, il y a plusieurs pays en Amérique latine, etc. Donc, c'est une organisation ouverte aux autres. Alors, merci. Je pense que le temps passe, donc comme il y a encore beaucoup de choses à voir, et en particulier tout le mécanisme des PCN et des instances spécifiques, je propose qu'on continue. Et on reposera la question, en fait il y avait une question sur les critères, est-ce qu'ils sont adaptés aux pays en développement comme l'Afrique du Sud ou pas? Bon, on la gardera pour la fin. Voilà, alors Christina, je te redonne la parole pour continuer ta présentation. Merci. Merci Joël. Donc, comme je disais, je vais parler maintenant des deux aspects des principes directeurs qui concernent la mise en œuvre. Donc, un point, c'est les guides sectoriels qu'on a développés, et le deuxième point, c'est les points des contacts nationaux dont je parlerai à la fin. Dans les guides sectoriels, sont des guides qu'on a développés depuis 2011 pour aider les entreprises à mettre en œuvre les principes directeurs dans leurs opérations. Comme je disais, les principes directeurs sont des recommandations assez générales et les guides sectoriels sont des guides pour rendre ces recommandations plus concrètes pour les entreprises. On a pris une approche sectorielle parce que les risques et les besoins des entreprises varient selon les secteurs. On a commencé par les secteurs de minerais. Donc en 2011, on a développé les guides sur les devoirs de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque. Donc c'est un guide qui se focalise sur l'extraction des minerais, mais particulièrement, comme le titre indique, dans des zones de conflit ou à haut risque. Et les points principaux, c'est les droits de l'homme, le respect des communautés locales, tous les aspects liés à la corruption, blanchissement d'argent et tous les risques liés aux entreprises opérant dans des zones des conflits ou à risque. Donc, ces guides ne regardent pas forcément d'autres aspects de l'extraction des minerais, comme par exemple les aspects environnementaux qui sont déjà couverts par d'autres types de guides. Donc, je peux parler un peu plus en détail après, surtout s'il y a des questions sur ces guides. Je vais d'abord énumérer les 5 guides principaux qu'on a. Dans le deuxième qu'on a élaboré l'année dernière, c'est les guides sur les devoirs de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans les secteurs extractifs.
Donc ici aussi, on a pris un secteur dans les secteurs extractifs et on a regardé un point particulier qui est l'engagement constructif des parties prenantes. Donc, en anglais, c'est Meaningful Stakeholder Engagement, qui est un des principes intégrés dans le principe directeur de l'OCDE. Donc les entreprises doivent avoir un engagement constructif avec les parties prenantes dans le cadre de leurs opérations. Et évidemment, les secteurs extractifs est un des secteurs où cette recommandation est la plus importante. L'année dernière aussi, on a développé un guide en coopération avec la FAO pour les filières agricoles responsables. Et ces guides regardent tous les risques liés aux filières agricoles, donc notamment le travail forcé, le travail des enfants et l'environnement. Ça, c'est les trois volets principaux qui sont couverts par ces guides parce que ce sont les risques majeurs dans les différentes filières agricoles. Et cette année, on a finalisé un guide que nous développe depuis 2 ans sur les devoirs de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en vêtements et chaussures. Ici aussi, c'est un secteur où beaucoup d'entreprises dans les pays de l'OCDE ont des chaînes d'approvisionnement très complexes, souvent dans des pays en développement où il y a des grands risques pour les travailleurs. Il y a beaucoup de risques de non-respect des droits des travailleurs, des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'esclavage et du travail d'enfants. Il y a aussi des risques environnementaux et énormément de risques de corruption, etc. Donc ça, c'est un guide qui couvre vraiment une série de risques très larges. Et c'est un guide qui a été, on nous a demandé d'élaborer après la catastrophe au Rana Plaza où un immeuble au Bangladesh s'est effondré, tuant plus de 1200, près de 1200 travailleurs qui travaillaient tous pour des grandes entreprises, pour des grandes marques de vêtements européennes et américaines. Donc ça a vraiment mis la lumière sur un problème très, très important de comment en fait fonctionnent certaines chaînes d'approvisionnement. Et finalement, on a aussi travaillé sur la conduite responsable du secteur financier et on donne des recommandations de comment les secteurs financiers peuvent faire plus attention aux risques liés à leurs opérations et à leurs investissements. C'est un guide qui vient d'être publié vraiment il y a quelques jours. C'est vraiment très, très récent. Je vais décrire un peu plus en détail les différents guides. Donc, celui sur les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. Comme je disais, c'est le premier guide qu'on a développé en 2011. Ce qui est intéressant de ces guides, c'est qu'il a été référencé maintenant dans les législations aux États-Unis et aussi dans des pays producteurs, donc le Rwanda, le Burundi, etc., dans plusieurs pays de la région du Grand Lac en Afrique où il y a, comme vous savez, énormément d'extraction de minerais. Et l'Union européenne va adopter prochainement une résolution aussi rendant obligatoire l'application du devoir de diligence pour les entreprises qui travaillent dans les secteurs de minerais. Donc, il y aura des exigences, des mises en œuvre du devoir de diligence pour les entreprises importateurs dans l'Union européenne. Ce programme sur le chaîne d'approvisionnement responsable minerais est accompagné par un grand programme de mise en œuvre qui inclut beaucoup d'activités dans les pays, donc notamment les pays producteurs en Afrique. On organise énormément des conférences, séminaires, des cours, le Train the Trainer, en français, mais donc on donne former les formateurs. Donc on essaie aussi d'impliquer directement les entreprises pour qu'elles comprennent mieux quelles sont ces nouvelles demandes sociales, mais aussi quelles sont les nouvelles demandes reflétées dans des législations dans des pays importateurs, comme je disais, l'Union européenne. Les guides sur l'engagement constructif des parties prenantes dans les secteurs extractifs expliquent les liens entre les devoirs de diligence des entreprises et l'engagement avec les parties prenantes,
comme je disais, particulièrement important dans les secteurs extractifs parce que ça touche souvent des communautés indigènes ou des communautés locales et ça peut avoir un énorme impact sur leur vie courante et sur leur avenir et globalement sur le développement durable de ces régions. Les guides proposent une approche basée sur les risques pour engager les parties prenantes et il offre également un cadre de suivi et évaluation pour les activités relatives à l'engagement des parties prenantes. Donc, ces guides ne sont pas des recommandations pour ce qui peut faire l'entreprise une fois que tout ça c'est fait et tous les cas sont cochés et l'entreprise dit bon, c'est fait, c'est bon, on a rempli les conditions. En fait, c'est vraiment des activités permanentes. Donc, les entreprises doivent constamment vérifier si tous les risques dans leur chaîne sont maîtrisés et si les nouveaux risques sont détectés. Et ces nouveaux risques doivent également être traités. Donc, c'est vraiment une activité en permanence. Avec un suivi et une évaluation de ce qui a été fait pour maîtriser les risques. Notre guide sur les filières agricoles responsables, comme je disais, on l'a fait conjointement avec la FAO, qui est évidemment l'organisation mondiale leader en matière agricole. Donc, on est vraiment extrêmement content de pouvoir compter avec un partenaire aussi important et qui a aussi beaucoup d'activités dans tous les pays du monde, y compris dans les pays en développement. Et on continue notre coopération avec les FAO pour la mise en œuvre de ces guides qu'on va mettre en œuvre dans les prochains mois avec, par exemple, des projets pilotes avec des entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement dans des pays en développement. Je voulais parler maintenant de points des contacts nationaux. Je ne sais pas si c'est le moment ou si tu veux qu'on prenne quelques questions sur les guides sectoriels. On peut prendre quelques questions sur les guides sectoriels. Ah oui, j'entends que ça grésille par le retour que j'ai, mais c'est en fait quand le micro bouge, donc c'est ça qu'on évite de faire. D'accord. Alors, nous avons eu beaucoup de questions sur les guides sectoriels, en fait. Donc, il y avait donc on a fourni les liens vers le guide sur le secteur extractif. Sur le secteur du textile, il n'est qu'en anglais, sauf erreur de ma part, Christina, ou il est aussi en français? On est en train de le traduire. Je pense qu'il va être très, très, très bientôt sur notre site web. On est ravis de l'apprendre. Après, on avait une question aussi sur est-ce que le guide sur le secteur financier est sorti? Je ne pense pas, mais je souhaite vérifier. Il va sortir. En fait, on va avoir un webinaire de lancement la semaine prochaine sur ce guide. Donc, à ce moment-là, il va aussi apparaître sur en anglais. Alors, autre très bonne nouvelle, est-ce que le webinaire est public ou pas? D'accord, on pourra peut-être fournir le lien pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, sachant le webinaire sera en anglais aussi ou en français? Oui, le webinaire sera aussi en anglais. Alors, on va essayer de ne pas oublier, mais on va essayer de vous fournir le lien pour les personnes intéressées. D'accord, on lit. Alors, il y avait aussi une question, et je voulais juste vérifier auprès de toi. Donc, le Maroc est adhérent à la déclaration d'investissement et donc au principe directeur de l'OCDE, mais pas membre des pays de l'OCDE. D'accord. OK. Après, on avait des questions sur le secteur extractif. Il y avait une question qui était, est-ce que ça couvre tout le secteur extractif? Alors, pétrole, tous les types de minerais. Et puis l'autre question peut-être, c'est en cas par exemple de communautés locales qui disent que leur droit foncier est atteint par rapport aux normes de la C169, par rapport aux normes de la SFI, comment l'OCDE appréhende ces problèmes? Je te redonne la parole. Je réponds juste à cette dernière question. Je pense que celle sur le Maroc, et la réponse, donc, le Maroc est adhérent à la déclaration sur l'investissement international, dont les principes directeurs, mais ce n'est pas un pays membre de l'OCDE.
Concernant les guides sur les secteurs extractifs, oui, ça couvre tous les secteurs extractifs. Donc, c'est vraiment des recommandations de comment les secteurs extractifs peuvent engager d'une façon constructive avec les parties prenantes. En ce qui concerne la toute dernière question quel est le point de vue de l'OCDE dans les cas où Respect des droits fonciers. où les droits fonciers n'ont pas été respectés. Je pense que je vais toucher à ça dans la troisième partie de ma présentation, donc sur le point des contacts nationaux. Je vais expliquer un peu comment les parties prenantes ou les individus peuvent utiliser ces points de contact nationaux dans les cas où une entreprise n'a pas respecté les principes. Je vais traiter de ça. Voilà. Pardon. Donc, nous pouvons continuer pour les parties suivantes. Merci pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer. Ok, merci. Donc, je vais maintenant expliquer les points des contacts nationaux. Excusez-moi. Donc, j'avais dit tout au début qu'une des caractéristiques des principes directeurs de l'OCDE, c'est qu'ils ont un mécanisme de mise en œuvre qui est unique. Il n'y a aucun autre instrument international sur la conduite responsable des entreprises qui contient ou qui inclut un tel instrument des mises en œuvre. Dans le point des contacts nationaux, c'est des offices que tous les gouvernements adhérents au principe directeur doivent mettre en œuvre. Donc souvent, c'est une personne ou un groupe de personnes dans un ministère qui est en charge de la mise en œuvre des principes directeurs. Les pays doivent leur allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre au point des contacts nationaux de fonctionner. Et la fonction des points nationaux des contacts, la fonction des points des contacts nationaux, c'est qu'ils doivent renforcer l'efficacité des principes directeurs en faisant la promotion des principes directeurs, dans les disséminer et répondre aux demandes des renseignements. Donc, par exemple, les disséminer dans des conférences. On parlait aux entreprises, on parlait aux parties prenantes, en le faisant connaître entre les travailleurs. Donc, c'est la promotion de l'existence de ces principes et pour les entreprises qui doivent les mettre en œuvre, mais aussi pour les parties prenantes pour qu'ils sachent quels sont ces principes directeurs et comment elles peuvent aussi avoir un impact sur les parties prenantes. Après, un point très important de la mise en œuvre, c'est la résolution. Les points de contact nationaux doivent participer à la résolution des problèmes soulevés par leur mise en œuvre en offrant un forum de discussion et médiation. Donc ça, dans la pratique, ça veut dire que si, par exemple, une communauté locale considère qu'une entreprise multinationale qui opère dans sa région, par exemple, a enfreint les principes directeurs. Par exemple, elle n'a pas engagé la communauté locale dans les discussions sur la mise en œuvre d'une nouvelle usine ou d'une nouvelle plantation. Cette communauté locale, soit directement, soit par le moyen d'une ONG, peuvent adresser une plainte au point de contact national. Et ce point de contact national va traiter cette plainte, donc va contacter l'entreprise en question et va essayer de trouver une solution au problème. Souvent, ça peut être par moyen d'une discussion entre l'entreprise et la communauté locale ou l'ONG, soit en offrant des bons offices et la médiation, où elle essaye de mettre en contact les deux parties pour qu'elles-mêmes trouvent une solution. Et si ce n'est pas possible, le point de contact national peut donner son avis sur la conduite de cette entreprise. On peut dire, l'entreprise s'est engagée ou s'est pas engagée dans une médiation. À notre avis, avec les points d'information qu'on a, cette entreprise a respecté les principes directeurs ou pourrait faire plus pour les respecter, etc. Donc, les différents points de contact nationaux prennent différentes approches. Il y en a qui donnent des recommandations des entreprises et comment améliorer leurs opérations.
D'autres se limitent à faciliter une médiation entre les plaignants et l'entreprise. Mais ce qui est commun à tous les points de contact nationaux, c'est qu'ils doivent accepter les plaintes des individus ou ONG, syndicats, contre une entreprise multinationale et essayer de trouver une solution. Ça, c'est un aspect très, très important. Et par exemple, par rapport à la question qui a été posée avant, une entreprise dans les secteurs extractifs qui ne respecte pas les communautés locales, cette communauté locale peut s'adresser à un point de contact national du pays dont est originaire l'entreprise ou le fournisseur de cette entreprise. Donc, par exemple, un fournisseur sénégalais d'une entreprise française, ben, la communauté sénégalaise peut s'adresser au point de contact national français pour les actions du fournisseur sénégalais de cette entreprise française. Et souvent, en fait, beaucoup des cas qui sont présentés devant le point de contact nationaux, et je vous présenterai quelques exemples, sont liés aux fournisseurs locaux des entreprises. Et finalement, le troisième volet d'activité des points de contact nationaux, c'est identifier les domaines dans lesquels des orientations supplémentaires sont nécessaires pour les entreprises. Et ça, c'est lié au guide sectoriel dont j'ai parlé avant. C'est souvent les points de contact nationaux qui sont le plus à même de dire, là, on voit clairement qu'il y a un besoin de donner plus d'orientation aux entreprises parce qu'il y a des problèmes de mise en œuvre des principes directeurs et on a besoin d'un guide un peu plus détaillé. Donc, par exemple, les guides sur les secteurs textiles a été développé à la demande du PCN français et italien suite aux événements au Bangladesh. Donc, concernant la structure de points de contact nationaux, les gouvernements sont libres de décider de la structure de leur PCN, mais ce qui compte, c'est que le PCN doit être capable de gérer les différents problèmes couverts par les principes directeurs. Donc, il faut bien qu'il y ait une personne qui connaisse les principes directeurs et qui ait les temps et les ressources nécessaires pour se consacrer à les comprendre et à les disséminer. Le PCN doit opérer d'une manière impartiale et rendre compte. Donc, toutes les décisions prises par les points de contact nationaux dans un cas, dans une plainte, doivent être publiées et communiquées à l'OCDE. Et les PCN doivent aussi s'engager avec les parties prenantes. Donc, elles doivent développer et maintenir des relations non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les autres parties prenantes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de points de contact nationaux qui organisent des réunions régulières avec les syndicats, les ONG, les entreprises. Et il y en a même qui intègrent des parties prenantes dans leur propre structure ou dans leur comité des conseils. Notamment, le point de contact national français intègre des parties prenantes dans sa structure. Dans le PCN, ont traité depuis l'année 2000 plus de 360 cas. En fait, cette année, on a dépassé la barre des 400 cas. La plupart des cas ont été présentés, donc les plaintes ont été présentées liées à des opérations dans le secteur de manufacturing, industriel, pardon. Il y a eu beaucoup de cas aussi dans le secteur minier. Et on voit aussi un nombre croissant des cas qui sont présentés contre les secteurs financiers. En fait, surtout les ONG qui visent au plus haut. Donc, au lieu de présenter des plaintes pour ce qui a fait une entreprise ou un fournisseur d'une entreprise, ils vont directement et présentent la plainte directement contre l'institution financière qui a financé cette entreprise. Et ça, c'est un développement qu'on voit et qu'on trouve très intéressant. C'est pour ça aussi qu'on a développé les guides pour les secteurs financiers. Concernant les chapitres de l'OCDE qui ont été invoqués dans ces plaintes, parce que ça, c'est une des conditions. Pour poser une plainte, il faut que les plaignants indiquent quel chapitre des principes directeurs a été enfreint ou non respecté par l'entreprise.
les chapitres qui a été invoqué les plus souvent, c'est celui sur le droit des travailleurs. On voit aussi une croissance nette d'utilisation du chapitre sur le droit de l'homme. En fait, comme il a été ajouté au principe directeur seulement en 2011, avant, il n'y avait pas beaucoup de cas sur le droit de l'homme, et maintenant, pratiquement la moitié, ou plus de la moitié des cas, invoquent le chapitre sur le droit de l'homme. Et le troisième volet au chapitre le plus souvent cité, c'est celui sur l'environnement. Donc, je ne sais pas si on a le temps. Je vois qu'on a encore 10 minutes. Peut-être je présente les cas ou je laisse juste les slides. Peut-être c'est intéressant de présenter un ou deux cas. OK. Peut-être un Ouais. sur ceux sur les droits fonciers pour répondre à la question. Celui sur le parc de Virunga en République démocratique du Congo, c'est un des cas les plus connus. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'était une plainte présentée au PCN du Royaume-Uni en octobre 2013 contre l'entreprise Soko International, donc une entreprise d'exploration pétrolière. Et le plaignant a été les WWF International. Et les principaux problèmes invoqués, c'était que cette exploration dans le parc des Virunga, qui fait partie du patrimoine de l'humanité, pouvait causer des impacts sur l'environnement, les droits de l'homme et les droits des communautés locales. Tout cela relatif à l'exploration pétrolière qui faisait cette entreprise Soko International. Donc, ce cas a été présenté, comme je disais, devant le PCN du Royaume-Uni et les parties sont arrivées à un accord. Et Soko, l'entreprise, a accepté de mettre un terme à ses activités d'exploration et de forage tant que l'UNESCO et les gouvernements de la République démocratique du Congo considéraient que ces activités étaient incompatibles avec les statuts du parc comme patrimoine mondial. Donc ça, c'est un cas très concret où l'entreprise a pris très, très au sérieux la plainte présentée devant le point de contact national et s'est retirée, en fait, à arrêter ses activités. Ces cas étaient très, très publiés dans la presse et WWW a fait aussi en sorte que le cas soit très, très connu. C'était accompagné par une grande campagne de publicité. Ils ont aussi beaucoup engagé les investisseurs dans cette affaire. Donc, le rôle des investisseurs à mettre la pression sur l'entreprise a été déterminant, en fait, pour la décision. Je vais peut-être parler d'un cas concernant une entreprise française, Michelin. C'était une usine de fabrication des pneus en Inde. Et les plaignants étaient des organisations non gouvernementales et des syndicats français et indiens. Les principaux problèmes invoqués, c'était question des droits de l'homme, environnement, emploi et droits des travailleurs, corruption, fiscalité, etc., etc. Tout ça lié à une nouvelle usine en Inde. Michelin s'est prêté au dialogue avec les ONG, s'est engagé d'une façon très, très active dans ce processus et avec les PCN français. Et à la suite de cette affaire, Michelin a revu sa politique en matière des conduites responsables des entreprises. Elle a amélioré son exercice du devoir de diligence. Elle a même développé une méthodologie pour analyser les impacts sociaux et environnementaux qu'elle est en train de mettre en œuvre en Inde, en Indonésie et au Mexique. Elle a aussi rendu officiel son engagement en faveur d'un caoutchouc durable, qui est un projet pilote en partenariat avec des ONG. On a par exemple beaucoup vu Michelin parler de à quel point ces cas a aidé à l'entreprise à mieux comprendre quels pouvaient être les impacts de ces opérations dans des pays en développement. Donc, nous considérons Michelin comme une entreprise vraiment très, très engagée et qui a très bien compris l'utilité du mécanisme du point de contact national. Et très satisfait du déroulement de ces cas.
je voudrais ajouter que on a une base de données avec tous les cas qui ont été présentés à tous les points de contact nationaux. Ils sont tous sur le site de l'OCDE que je vais montrer à la fin de ma présentation. Parce que je pense que je n'ai pas le temps de parler des autres cas. Mais à la fin de ma présentation, il y a les liens vers notre page web et donc, toutes nos publications sont disponibles gratuitement sur notre site web. Donc, tout est public, tous ces cas sont publics et tous les travaux qu'on fait, en fait, disponibles. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de nos activités en cours. Alors, peut-être rapidement aussi, il y a des questions qui me semblent intéressantes. Donc bon, prenons plutôt les questions. D'accord, alors essayons de prendre les questions. D'accord, merci. On peut déborder de quelques... Alors, je vais peut-être en poser plusieurs à la fois pour... Ah oui, pardon. Problème de son, excusez-nous. Donc, je vais poser les questions par 2 ou 3 pour pouvoir apporter des questions rapides, des questions assez spécifiques. Alors, donc il y avait Juliette Laplane qui demandait, par rapport à ta remarque, qu'il y avait de plus en plus de recours dans le secteur financier, si les parties prenantes qui déposent une plainte auprès de l'entreprise, auprès de la banque, le font aussi auprès de l'entreprise. Il y avait une autre question qui était deux autres questions aussi sur les modes de recours. Il y en avait une qui était, est-ce qu'un pays peut déposer un recours envers une entreprise? Et est-ce que c'est légitime pour de saisir, enfin de faire déposer une plainte contre une ONG auprès d'un PCN? Et il y avait une autre question. Bon, je crois que c'est... Ah oui, d'accord, merci Aurélie. Donc je pense que c'était les questions qui concernaient qui peut saisir qui, sur quel sujet. Oui, merci beaucoup. Ce sont toutes des questions très intéressantes. Donc, normalement, une ONG ou un syndicat qui dépose une plainte devant un PCN va essayer d'avoir les plus grands impacts directement. Donc, par exemple, quand elle s'adresse au secteur financier, c'est parce qu'elle pense que ça va avoir un plus grand impact que si elle présentait la plainte contre l'entreprise. Et nous, on n'a pas vu des cas où peut-être je me trompe, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des cas où la plainte a été déposée en même temps contre l'entreprise financière et l'entreprise. Mais c'est parfaitement possible de déposer une plainte contre plusieurs entreprises en même temps ou plusieurs filiales de la même entreprise dans différents pays. Ça on l'a vu aussi. Je pense que c'est vraiment une recherche d'efficacité. La plainte est déposée là où les plaignants pensent qu'il peut avoir le plus grand effet. Est-ce qu'un pays peut présenter une plainte? Le système n'est pas fait pour ça. On n'a jamais eu des plaintes d'un pays, mais on a eu par exemple des plaintes déposées par un parlementaire contre une entreprise en relation avec les entreprises, les opérations d'une entreprise. Donc, un membre du Parlement. On a eu des municipalités aussi qui ont présenté des plaintes. Donc je pense que le système est assez vaste. Mais bon, le cas d'un pays portant une plainte, on n'a pas encore eu. Et après, est-ce qu'on peut porter plainte contre une ONG? En fait, il y a déjà eu un cas et WWF, c'est vraiment la seule entité qui a déposé une plainte et a reçu une plainte très récemment. La plainte contre WWF a été présentée par une autre ONG et a été acceptée par le PCN suisse qui a considéré qu'une ONG qui fait des opérations économiques, par exemple financer des activités dans un pays, peut être considérée comme tombant sous les principes directeurs de l'OCDE. Donc, en fait, le PCN suisse a fait une interprétation très, très, très large de la portée des principes directeurs et a considéré qu'une ONG doit aussi en principe, respecter les principes directeurs. On a aussi vu des plaintes portées contre par exemple, contre les agences des crédits à l'exportation. Donc, le PCN, il y a des PCN qui interprètent les principes directeurs d'une façon très, très large. Ça ne veut pas dire que tous les PCN feraient la même chose, mais en général, on voit qu'ils sont plutôt ouverts à faire appliquer les principes directeurs à tout type d'activité économique.
Très bien, merci. Alors, nous continuons avec des séries de questions. Gloria demandait s'il y a des sections prévues, des sanctions prévues, pardon. Donc, ça, c'est une première question. Après, il y avait une question sur, au Maroc, est-ce que les plaintes doivent être déposées auprès de la CGEM, l'organisation patronale marocaine, ou auprès d'un représentant de l'OCDE? Je ne connais pas assez le contexte marocain. Est-ce qu'on peut déposer des plaintes auprès de plusieurs PCN? Et est-ce qu'on peut interdire à une société minière de s'installer là où il y aurait une décision de lui dire d'arrêter ses opérations sur un même site? Lorsque la première est où il s'est retiré. Et Gloria précise, et dans le cas où il y a des sanctions, quelles sont-elles? Je te redonne la parole. Ça fait beaucoup de questions très diverses. Oui, merci beaucoup. Donc, concernant les sanctions, le PCN ne peut pas imposer des sanctions. C'est un mécanisme pour résoudre des conflits. Donc, les PCN peuvent proposer leurs bons offices ou la médiation, mais elles ne peuvent pas imposer des sanctions. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu un cas où un PCN a imposé des sanctions. Il y a des PCN qui font des recommandations aux entreprises de comment elles peuvent améliorer leurs opérations. Notamment, on voit des recommandations aux entreprises d'exercer du devoir de diligence ou d'avoir à mettre en place un plan des devoirs de diligence. Mais en aucun cas, les PCN peuvent imposer des sanctions. On a vu quand même qu'il y a certains pays qui attachent des conséquences aux décisions des PCN. Et par exemple, le Canada, dans sa politique des REC, a inclus une clause qui dit que les entreprises qui, par exemple, refusent de répondre à un appel de médiation par un PCN qui ne se présente pas, parce que le PCN, c'est un système volontaire, l'entreprise n'est pas obligée d'accepter le dialogue proposé par le PCN, mais les entreprises qui refusent ces dialogues se verront aussi refuser du soutien de la part du gouvernement. Par exemple, elles ne seront pas invitées à faire partie des missions diplomatiques dans d'autres pays ou ne feront pas partie des comment on appelle l'économie économique diplomatie économique diplomatique de pays. Donc c'est pas une sanction, mais c'est quand même une conséquence assez importante. On voit aussi que les agences des crédits à l'exportation doivent tenir compte des conclusions faites par les PCN. Donc, une agence qui reçoit une demande de subvention ou d'aide de la part d'une entreprise doit regarder si cette entreprise a été impliquée dans une affaire devant un PCN. Et après, l'agence, elle décide si elle donne cette soutien à l'entreprise ou pas. Donc, c'est une conséquence possible assez forte, mais ça ne peut pas non plus être considéré une sanction automatique. Concernant le Maroc, il y a un PCN au Maroc qui est installé dans l'agence de la, je ne connais pas exactement le nom maintenant, l'agence de la promotion des investissements. Euh, tous les données sont sur notre page web. Je mettrai la page à la fin. Vous pouvez les contacter directement. Je pense que la CGM fait partie du conseil du point de contact national, mais toute plainte doit être présentée devant le PCN, pas devant la CGM. Et d'ailleurs, le PCN marocain a reçu 2 plaintes récemment, donc c'est depuis son adhésion au principe directeur, les 2 premières plaintes ont été présentées l'année dernière. Est-ce qu'on peut interdire à une société minière de s'installer à un endroit où il y a une interdiction? Je pense que c'est une question trop générale pour moi pour répondre. Je peux pas, un PCN ne peut pas non plus l'interdire et moi je ne peux pas vraiment le dire non plus. Alors, Christina, est-ce qu'on peut te poser une
Oh, excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Oui, en fait, on doit changer de micro et j'oublie de l'allumer. Alors, on pose une dernière série de questions et après, on conclura. Oui, Léna, interdire, c'est plutôt le rôle d'un État. Et puis c'est vrai que sur les industries minières, je me dis que si les conditions d'exploitation sont complètement différentes, peut-être qu'on peut accepter qu'une nouvelle société minière s'y mette. Mais bon, c'est vraiment, il faut aller voir pays par pays, je pense, selon les législations. Alors, une dernière série de questions très rapides. Quelqu'un demandait s'il y avait des PCN dans les pays membres de l'OCDE ou les pays adhérents à la déclaration de l'investissement et donc au principe directeur de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Première question. Quelqu'un d'autre demandait, je crois que tu as répondu, peut-être tu vas confirmer, si on peut trouver quelque part la liste des PCN et des contacts. Quelqu'un aussi était intéressé par le forum sur la conduite responsable des entreprises et voulait savoir où c'était. Et peut-être je vais ajouter en question subsidiaire, est-ce que c'est accessible par WebStream? Voilà. Et qu'est-ce qui peut être fait? Mais je crois que tu as répondu, j'ai un doute. S'il n'y a pas d'action prise suite à la plainte. Voilà. Et je pense qu'après, nous allons arrêter. Et puis si, on va juste poser la question de Monsieur Lanmin Fang Potin, j'espère que je n'écorche pas trop votre nom, qui était, est-ce que les principes de l'OCDE essayent de prendre en compte dans leurs critères la situation des pays en développement et le contexte des pays en développement, des pays comme est-ce que la situation des pays en développement comme l'Afrique du Sud sont pris en compte dans les critères, dans les principes de l'OCDE? Merci de nous avoir rappelé votre question. Et donc, on essaie de répondre très rapidement et après, on arrêtera aussi rapidement le webinaire. Merci. Oui, merci. Encore, toutes ces questions sont très, très intéressantes. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la première question s'il y a des PCN dans tous les pays adhérents au principe directeur. Donc, en théorie, oui. Donc, tous les pays qui adhèrent au principe directeur, donc qui adhèrent à la déclaration internationale, dont le principe directeur, ils ont l'obligation juridique, donc c'est vraiment une obligation, une condition, ça fait partie des conditions de l'adhésion, de mettre en place un PCN. Donc, en théorie, tous les pays l'ont fait, sinon on n'aurait pas accepté qu'ils adhèrent au principe, mais on voit aussi qu'il y a des pays qui ont mis en place un PCN tout au début de leur adhésion et après ils l'ont un peu abandonné. Donc on sait qu'il y a des pays où en principe ils disent qu'ils ont un point de contact national, mais quand on essaie de les contacter ou d'avoir des informations, en fait il y a personne derrière. Donc on ne peut pas dire que les systèmes fonctionnent au 100% dans tous les pays. Mais c'est pour ça aussi qu'on a mis à l'OCDE, on a mis en place un programme de renforcement des PCN où on fait des revues individuelles des différents PCN et on aide aussi certains PCN qui ont un peu plus de mal à décoller à travailler, à se mettre en œuvre aussi, à comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent. Donc on voit certains pays qui ont adhéré relativement récemment au principe qu'ils ont un peu plus de mal à décoller, donc on a un programme pour les aider. Tous les PCN, donc tous les informations sur le PCN, y compris les contacts, sont sur notre page web et je la mettrai, je vous montrerai tout de suite. Donc, ça, c'est notre page d'entrée, MNE Guidelines OECD.org. Et là, vous trouverez la base des données de tous les cas, ça s'appelle la Database of Specific Instances. On a toutes nos publications, tous nos guides sectoriels et tous les points de contact nationaux. Je dois avouer que la mise à jour de la page en français est un peu en retard. Toute l'information est disponible en anglais, un peu moins en français. Donc, certainement, la liste des PCN est là. Le forum que j'avais mentionné tout à la fin, c'est le Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises. C'est une grande conférence qu'on organise tous les ans depuis 2013 ici à l'OCDE, toujours en juin. Cette année, ça sera du 28 au 30 juin. C'est une conférence ouverte à tout le monde. On ne finance pas les participants, donc on ne peut pas inviter les gens à venir.
Mais elle est ouverte, les personnes peuvent s'inscrire, participer, et toutes les séances sont filmées et mises sur notre web. Donc, tout est webcasté et on a gardé, je pense que les deux derniers forums sont encore sur notre web. Donc, on a fait ça précisément pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de suivre les discussions. On met aussi en ligne tous les documents relatifs aux séances, papier, documents qui sont élaborés. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise n'a pas suite aux recommandations après une plainte? Ben, il peut rien se passer. Donc, parfois, l'entreprise décide d'ignorer ce qui a été dit et, comme je disais, les PC n'ont pas un système de sanctions, mais il peut y avoir d'autres sanctions. Par exemple, les investisseurs regardent quand même quelles entreprises ont été impliquées dans un cas et souvent, elles demandent quelles ont été les suites que cette entreprise a données. Donc, je pense que de plus en plus, une entreprise qui a fait l'objet d'une plainte devant un PCN a vraiment intérêt à s'engager et à suivre les recommandations parce que du fait que toutes les informations sont publiées et que les investisseurs regardent ça avec plus d'attention, je pense que les conséquences pour une entreprise peuvent être assez lourdes si elle ignore totalement le mécanisme ou les recommandations qu'elle a reçues. Après, la dernière question sur les critères pour les pays en développement, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. Donc, les pays comme l'Afrique du Sud, si l'Afrique du Sud, par exemple, exprime un souhait d'adhérer à l'OCDE, ça peut être examiné. Si ces pays s'engagent à respecter tous les instruments de l'OCDE, à aussi une économie des marchés ouverts, une devise convertible, en toutes les conditions d'entrée dans l'OCDE, évidemment, ça va être examiné. L'Afrique du Sud est quand même un des gros pays émergents et nous, on travaille beaucoup avec l'Afrique du Sud. Donc, elle fait partie, par exemple, de toutes nos activités au sein des comités des investissements. On est évidemment ouvert à ces pays. On a un programme de coopération avec la Chine aussi. On travaille avec beaucoup de pays en Afrique, en Asie, qui ne sont pas membres ni même adhérents à l'OCDE, mais on travaille avec eux. Donc, comme je disais, on est ouvert, on est une organisation très ouverte. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète, très riche, très claire. Et merci à tous nos participants.